Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 12 janvier. Les surveillants de la prison de Bois d'Arcy, en colère et solidaires, ils ont manifesté vendredi pour soutenir 3 de leurs collègues agressés la veille dans le nord de la France par un détenu condamné pour terrorisme. Certains s'en inquiètent, d'autres s'en félicitent. L'arrivée des sciences cognitives à l'école, l'étude du fonctionnement du cerveau pour améliorer l'apprentissage, est-ce vraiment efficace, utile? Nous en parlerons notamment avec notre invité fil rouge Bertrand Mesure, représentant du syndicat SNUIPP-FSU pour les Yvelines. Dans le reste de l'actualité, retour sur l'hommage à Clarissa, la policière yvelinoise abattue lors des attentats de janvier 2015, ou encore l'avis des professionnels de la route sur l'abaissement de la vitesse pour renforcer la sécurité routière. Mais on débute donc cette émission avec de la colère, celle des surveillants pénitentiaires après l'agression à la prison de Vendin-le-Vieil jeudi dans le Pas-de-Calais. Un détenu radicalisé a attaqué et blessé 3 gardiens au moment de sortir pour téléphoner. Ce vendredi, plusieurs syndicats appelaient à un mouvement national de soutien. À la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, les surveillants ont débrayé à 13h pendant 15 minutes. C'était au moment de l'appel, leurs revendications au micro de Grégory Canallet. Donc on est dans une réaction de colère, d'énervement, parce qu'on déclare depuis des années des détenus radicalisés sur les établissements pénitentiaires. Or, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun établissement pénitentiaire qui est capable de gérer ces détenus. Donc nous, notre organisation syndicale, on demande la création d'établissements pénitentiaires spécialisés pour les détenus radicalisés ou en voie de radicalisation. Et pour être complet sur le sujet, sachez que les représentants des syndicats ont pu rencontrer vendredi la direction de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Très à l'écoute, selon eux, d'autres mouvements pourraient cependant avoir lieu dans les prochains jours. Les vœux du MEDEF aussi dans l'actualité. Jeudi, une célébration à Versailles où chefs d'entreprise, députés ou encore élus locaux étaient présents. Un moment pour évoquer les attentes du patronat dans le département en rapport avec les réformes du gouvernement. Écoutez à ce propos le président du MEDEF Yvelines, Bertrand Decré, et le député yvelinois de La République En Marche, Didier Bécher. Les projets du gouvernement nous satisfont. Les annonces faites en tout cas. Quand on nous parle d'une administration qui va nous accompagner, qui va dialoguer, qu'on nous parle de droit à l'erreur, tout cela, ça va dans le bon sens. On s'était rencontrés dès le mois de juin avec le MEDEF et on a proposé d'avoir un rythme de travail trimestriel avec eux, justement pour évaluer les textes de loi sur lesquels on travaille. Et donc on s'est mis dans ce mode de collaboration avec le MEDEF 78, rencontrer régulièrement des groupements d'entreprises pour tester. C'est ce qui s'est passé pour le projet Pacte, en fait, où sur les 6 thèmes traités par Bercy, il y a un binôme chef d'entreprise, député, qui travaille les sujets en amont pour qu'en fait la loi qui sorte soit le plus adaptée aux besoins des entreprises. Faut-il y voir une nouvelle approche positive pour l'éducation nationale, l'amorce d'un mouvement, d'un chamboulement profond pour l'école? Le Conseil scientifique de l'éducation nationale a été officiellement installé mercredi par le ministre Jean-Michel Blanquer. Ce nouvel organe est dirigé par un scientifique, un spécialiste des sciences cognitives précisément. Une nouveauté qui inquiète certains acteurs du monde éducatif. Pour en parler, Bertrand Mesure est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-secrétaire départemental du syndicat SNUIPP-FSU, syndicat majoritaire pour le premier degré. Comment vous percevez cette arrivée des sciences cognitives dans l'univers éducatif? Ça faisait déjà quelques temps, là ça semble s'accélérer avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Quel est votre point de vue sur le sujet? Faut-il s'en inquiéter ou alors vous êtes plutôt observateur pour le moment? Écoutez, l'arrivée des sciences cognitives dans l'éducation nationale, ça date pas du conseil scientifique mis en place par M. Blanquer, puisque pour ceux qui ont encore quelques souvenirs, nous avions Jean Piaget qui à une époque avait fait avancer beaucoup les sciences cognitives, et en particulier en ce qui concernait l'épistémologie chez le jeune enfant, et qui avait mis en évidence toute une série d'avancées sur la façon dont les enfants là, il y a une accélération, on a l'impression que c'est un sujet qu'apprécie beaucoup Jean-Michel Blanquer. Alors, il en parle souvent. Jean-Michel Blanquer est un peu dans la même philosophie que celle qu'il avait quand il travaillait avec M. de Robien, c'est-à-dire qu'il est dans la philosophie d'une solution miracle à toutes les difficultés de l'école. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une vision un peu mécaniciste, mais on est un peu dans cette vision-là. C'est pas parce qu'on observe que
au moment d'une opération cognitive, telle ou telle zone du cerveau s'active et que tel exercice active la même zone du cerveau, que pour autant on peut faire des liens de causalité, que d'ailleurs Monsieur Dehaene ne fait pas. Hein. Quand on lit soigneusement... Ça, c'est celui qui dirige le nouveau conseil scientifique. Quand on l'interroge, il est beaucoup plus humble dans les propos que peut l'être Monsieur Blanquer, en particulier sur la connaissance fine que l'on peut avoir du cerveau et de ses mécanismes les plus intimes, et sur ce que peut produire l'arrivée de ces conceptions sur le travail quotidien des enseignants. Alors on va peut-être préciser rapidement ce que sont les sciences cognitives. C'est en quelque sorte et très vulgairement l'étude scientifique du cerveau, de son fonctionnement, pour ceux qui défendent ces sciences-là, ensuite mettre en place des méthodes pédagogiques plus efficaces pour l'apprentissage des élèves. Est-ce que ça parle concrètement aux professeurs sur le terrain? Est-ce que c'est des choses qui les intéressent? Est-ce que certains comprennent activement ce que ça veut dire et mettent en place déjà des... Bon, tout à fait, c'est ce que je vous disais. Par exemple, tous les tests piagétiens qui avaient été faits à l'époque avaient irrigué l'ensemble de l'éducation nationale, parfois avec beaucoup d'excès, et puis on était revenu en arrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'éducation nationale et les enseignants se saisissent des opportunités qui leur sont données d'améliorer leur pratique, mais tout en restant assez sensibles au contexte général de la classe et à ce qu'est un individu, un jeune enfant, dans son ensemble. On ne peut pas réduire le comportement et comment dirais-je, la vie d'un enfant à quelques images fussent-elles particulièrement bien repérées par rapport à une telle ou telle compétence. Certains professeurs s'en méfient aussi énormément, refusent d'appliquer ce type les méthodes qui sont préconisées, pas imposées, mais préconisées pour... Si vous voulez, on est toujours un peu sceptique. C'est-à-dire que la question qui était de savoir à une époque, on devait être... tout syllabique. On sait bien que la méthode syllabique a beaucoup de défauts, que la méthode... C'est pour apprendre à lire. Voilà, que la méthode globale n'a quasiment jamais été appliquée en France, et que la plupart des enseignants ont des méthodes mixtes, et que les voies d'apprentissage chez les enfants peuvent être très différentes d'un enfant à l'autre. Donc il s'agit de conserver une certaine distance par rapport à ça. Maintenant, si on est sur ce registre-là, moi j'inviterais aussi nos ministres à utiliser les mêmes sciences cognitives pour la sphère politique, pour la sphère économique, et peut-être ainsi à découvrir des pistes insoupçonnées dans la façon de... Vous pensez à quoi concrètement Parfois, quand on voit le comportement de certains hommes politiques ou de certaines décisions politiques, on peut se demander si elles ont fait l'objet d'une imagerie médicale. Certainement pas. Vous êtes d'accord quand même avec l'avis sous-jacent, avec ces sciences cognitives qui arrivent sur ce constat que l'école française, et notamment l'école primaire, n'est plus vraiment efficace, que c'est pour ça que les élèves français décrochent dans les classements internationaux. Mais vous n'avez pas, j'imagine, la même approche du problème. Je dirais que les élèves ont commencé à décrocher à partir du moment où M. Blanquer a fait partie du cabinet de M. de Robien. Donc, avant de s'intéresser aux sciences cognitives, il serait peut-être bon qu'il s'intéressât à ce que lui-même a mis en place à l'époque et les résultats que cela a produit, puisque si on regarde les résultats qui ont été actuellement produits, c'est ceux qui sont issus de la politique qu'il avait mis en place à l'époque. Donc je crois qu'il faut raison garder et peut-être aussi faire preuve de beaucoup d'humilité. Je crois que tout ce qui tend à vouloir faire comprendre au public que à l'école comme ailleurs, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir un résultat, est une politique qui ne peut qu'être vouée à l'échec. L'école primaire connaît en ce moment d'importantes transformations, en tout cas ces dernières semaines, avec notamment à la rentrée, on s'en rappelle, la mise en place de CP à 12 dans les réseaux d'éducation prioritaire. C'est le cas notamment dans certaines classes à Trappes, ici sur le secteur. Je vous arrête tout de suite. De CP à 12 dans les réseaux d'éducation prioritaire, ça n'est pas vrai. C'est dans renforcé. Voilà, exactement. Dans les réseaux, les REP+, qu'on appelle. Voilà. J'ai oublié le renforcer, vous faites bien de le souligner. Parce que c'est loin de correspondre à l'ensemble de l'éducation prioritaire, et c'est loin
loin de correspondre à l'ensemble des Ça va difficultés. se déployer justement, c'est censé se déployer sur les rentrées prochaines, justement pour couvrir l'ensemble des REP et puis des CE1 aussi. Est-ce que vous avez même si c'est peu de classes, on le comprend, est-ce que vous avez des premiers retours et si oui, est-ce qu'ils sont positifs? Alors écoutez, évidemment que les retours sont positifs puisque c'est une demande constante des enseignants et c'est aussi une constatation internationale, là, puisqu'on évoquait des éléments scientifiques. Toutes les études scientifiques ont démontré que la diminution du nombre d'élèves par classe était un facteur de réussite pour les élèves. Alors là, en l'occurrence, c'est assez massif sur ces écoles-là, sur ces classes-là. Malheureusement, mardi, nous avons un comité technique académique où nous avons déjà les premiers éléments de chiffrage de ce que seront les dotations du département et nous sommes à peu près certains que si ça permettra en éducation prioritaire d'améliorer la situation des CP et peut-être des CE1, nous n'avons toujours pas l'information. En tout cas, à terme, ça va dégrader la situation du reste des écoles. Et ça, évidemment, ça n'est pas satisfaisant. J'ajouterais que ce qui se fait Pourquoi les autres écoles seraient impactées négativement? Parce que, si vous voulez, pour arriver à ouvrir les classes nécessaires en éducation prioritaire, pour avoir ces classes dédoublées, il va falloir forcément redéployer par ailleurs les moyens qui existent. Donc, ce qui veut dire que ça va se faire au détriment. La ville de Trappes, par exemple, dit déjà qu'à la rentrée prochaine, elle ne sait pas comment elle va diviser les classes. Alors, éventuellement. après, il y a des petites contingences matérielles qui ne relèvent certainement pas du Haut Commissariat à la pensée scientifique de M. Blanquer, mais qui sont de l'ordre assez basique du nombre de chaises, du nombre de tables, du nombre de classes, etc. Et peut-être aussi des moyens des communes à pouvoir suivre et à pouvoir financer cette montée en puissance. 2 enseignants par classe pour éventuellement répondre à ces CPA 12, donc ce serait des CPA 24 ou des CE1 à 24 avec 2 enseignants. Est-ce que ça marche aussi bien, vous pensez, ou alors c'est forcément moins efficace? Alors écoutez, ça marche aussi bien, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un dévoiement. L'idée, c'est quand même d'avoir une petite structure, parce qu'un groupe classe à 24... Y aurait-il 2 enseignants au sein de la classe? Ça n'est pas la même chose qu'un groupe classe à 12 élèves. Je vais vous donner des exemples. Moi, je connais beaucoup de collègues qui, dans leur classe à 12, ont aménagé un coin lecture, des éléments qui permettent vraiment d'améliorer le climat de classe. Quand vous allez avoir 24 élèves par classe, de toute façon, vous ne pourrez pas le faire. Donc, je crois que, là encore, l'éducation nationale a fait preuve de beaucoup de volontarisme, de beaucoup de coups de menton, mais que derrière, les moyens ne suivent pas. Une fois de plus, c'est une bonne chose, la diminution du nombre d'élèves par classe, mais ça ne doit pas concerner que l'éducation prioritaire et ça doit se faire dans des conditions permettant d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions. 2 questions encore très rapides sur le retour de la dictée quotidienne. C'est un souhait aussi énoncé fin 2017 par le ministre de l'Éducation. Là aussi, vous êtes plutôt critique ou alors vous dites que c'est... Écoutez, j'ai cru comprendre que ce qui avait péché chez... Il n'y a pas de date fixe. J'ai cru comprendre que ce qui avait péché chez les élèves était que précisément il avait une difficulté dans l'accès au sens dans les dernières études internationales. Je ne répéterai pas que l'orthographe est la science des ânes, mais néanmoins on peut considérer que quelqu'un, et je connais des élèves qui avaient une orthographe parfaite, pour autant, ça ne signifie pas qu'on a un accès au sens parfait. Donc je crois qu'il faut se garder là aussi de vision mécaniciste. C'est pas parce que vous déchiffrez très bien un texte que vous le comprenez. Et à contrario, vous avez des élèves qui ne déchiffrent pas forcément très bien, mais qui comprennent parfaitement ce qu'ils lisent. Enfin, terminons sur l'école maternelle. Ça concerne votre syndicat. Des assises, là aussi c'est très flou, mais des assises de la maternelle auront lieu en mars. Elles devront permettre d'évoquer tous les sujets qui concernent la maternelle. Quelle est la priorité selon vous aujourd'hui pour la maternelle? Est-ce que là aussi c'est les moyens peut-être humains qui manquent écoutez, pour encadrer les enfants? J'invite toute personne sans être neuroscientifique. Décidément, ça nous aura tenu tout le long de l'interview. Exactement, à venir dans une classe de grande section où il y a 33 élèves et à constater que le temps qui peut être consacré à chacun d'entre eux, alors je ne parle même pas des classes de moyenne section ou de petite section, pour constater que c'est quand même pas facile. Et j'ajouterais qu'un autre élément qui est particulièrement significatif, c'est que depuis une dizaine d'années, le nombre d'élèves de toute petite section, l'accueil des 2 ans, a été en chute libre au niveau national, toute catégorie de contexte considéré, que ce soit en éducation prioritaire, que ce soit en éducation prioritaire, en zone rurale, etc. Donc, avant de parler d'assises de la maternelle, si les conclusions sont déjà dans les tiroirs,
plupart, évidemment, nous aurons du mal à les partager. Merci Bertrand Mesure d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le co-secrétaire départemental du syndicat SNUIPP FSU. Merci à vous et bon week-end. Merci. On passe maintenant à l'actualité de la semaine. L'actualité de cette semaine marquée lundi par l'hommage rendu à Clarissa, cette policière abattue il y a 3 ans à la suite des attentats contre Charlie Hebdo. La ville de Carrières-sous-Poissy, où la policière habitait, a organisé une cérémonie en présence de la famille, des habitants et des écoliers qui ont interprété des chants d'espoir pour l'occasion. Une cérémonie devant le square qui porte désormais son nom, propos recueillis par Camille Lambert. C'est pour ça qu'on a voulu que ce square ici soit réalisé là où elle courait, puisqu'on est vraiment sur les lieux de vie de Clarissa. Tous les jours ou plusieurs fois par semaine, elle venait courir sur ces berges de Seine. Donc c'est vraiment ces lieux de vie, ces lieux où elle était épanouie, elle était joyeuse. Et c'est ça, cette rupture qui se fait quand il y a un assassinat, quand il y a une mort. C'est cette rupture de cette joie de vivre, de cet épanouissement qui tout à coup s'arrête, qui met un terme à tout cet investissement qui a été le sien auprès de la République, auprès des autres, auprès de la sécurité. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça qu'on veut entretenir de sa mémoire à elle. C'est un livre qui retrace l'histoire récente de Trappes et qui fait beaucoup parler de lui depuis une dizaine de jours. La communauté, un ouvrage écrit par 2 journalistes du Monde, Ariane Chemin et Raphaël Baquier. Elles évoquent dans une série de chapitres assez courts les faits marquants de la ville, le parcours de ses stars et personnages emblématiques. Les 2 auteurs étaient nos invités mercredi soir sur le plateau de Grégory Canalet. Extrait. C'est une ville où tout se passe de manière exponentielle, romanesque au sens large. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est un roman, mais ce n'est pas un roman. Et tout se passe de manière incroyable. Par exemple, les émeutes de 2005, il y a un gardien qui meurt dans la cour du lycée. Ensuite, en 2013, on a dit que ce sont les premières émeutes contre des commissariats en France. Il y a une synagogue qui brûle dans l'année 2000. Il y a des stars inouïes qui sont nées à Trappes et que connaît la France entière. Donc ça nous a paru passionnant. C'est aussi une histoire, j'imagine, plus générale de la banlieue, ce livre, la communauté. Oui, surtout la banlieue. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir. Elle est toujours abordée de façon très passionnelle, avec à chaque fois des positions politiques ou morales très fortes. Et nous, on voulait revenir à quelque chose de beaucoup plus journalistique, vraiment une enquête détaillée, nuancée, sans parti pris, et qui permet de raconter effectivement un bout de l'histoire de France. Et l'ensemble de cette interview est à retrouver sur notre site internet. C'est officiel, depuis mardi, la vitesse sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central baissera le 1er juillet pour passer de 90 à 80 km/h. Face à cette mesure, comment réagissent les professionnels du territoire, les professionnels de la route, qu'ils soient livreurs ou taxis? La réponse avec ce reportage de Camille Lambert et Patrick Jacques de Dixmude. Je trouve que c'est pas ça qui va empêcher les accidents. C'est pas la vitesse. Ça m'étonnerait qu'il y aura moins d'accidents à 10 km, ça m'étonnerait. Je trouve à 80 km, on peut avoir des accidents même mortels, mais bon. Auprès des particuliers, l'annonce ne fait pas l'unanimité. Le gouvernement a annoncé mardi 9 janvier la baisse de la limitation de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires sans séparateur central. Les professionnels de la route ont eux aussi appris la nouvelle. Pour ce chauffeur de taxi, il faut surtout changer les mentalités. Le taux d'accidentologie, pour moi, je trouve qu'il a augmenté suite au comportement des gens sur la route. Donc nous, en tant que professionnels de la route, on s'en rend bien compte, bien sûr, parce qu'il suffit que vous êtes sur une voie, vous êtes peut-être 5 ou 10 km/h en dessous de la vitesse maximale, la personne derrière devient agressive parce que elle va être en retard à sa réunion. Constat partagé par ce coursier qui travaille sur les routes depuis 21 ans. Pour lui, le problème est avant tout comportemental. Moi, ce qui me fait peur et ce que je remarque depuis 1 ou 2 ans, c'est le téléphone portable. Je trouve que c'est un véritable danger. Je pense qu'une personne consciente qui roule à 90 en étant bien concentrée sur la route, je pense qu'elle est moins dangereuse qu'une personne qui roule à 80 et qui tape des textos. Mais plus que le téléphone, l'alcool serait la première cause de mortalité routière suivie par les excès de vitesse. Depuis 3 ans, le nombre de tués augmente. En 2016, plus de 3400 personnes ont perdu la vie sur les routes.
Eux accélèrent le rythme à quelques semaines des annonces du gouvernement. Les 7 présidents des départements d'Île-de-France se sont réunis jeudi pour dénoncer le projet de réforme de la métropole du Grand Paris. Sans rencontre officielle, les départements s'inquiètent des fuites parues récemment dans la presse, des fuites qui font état d'un projet restreint dans ses frontières actuelles et qui supprimerait les départements de la Petite Couronne. Écoutez Pierre Bédier à ce sujet. Il faut une région qui soit la métropole ou une métropole qui soit la région, peu importe. Donc l'Île-de-France, c'est une métropole et à l'intérieur de cette métropole, des élus qui existent et des structures qui existent, les départements. Donc la métropole prend plus de pouvoir venant de l'État, c'est-à-dire du haut vers le bas. Venant aussi du bas vers le haut, les départements, on peut transférer à la métropole. La métropole peut elle-même transférer des actions qu'elle n'arrive pas à faire elle-même. Du sport également dans l'actualité locale cette semaine et du cyclisme précisément avec le parcours officiel du Paris-Nice 2018 qui a été dévoilé. C'était mardi à Versailles. Comme chaque année depuis 9 ans, le peloton s'élancera le dimanche 4 mars depuis les Yvelines. Chatou et la petite commune d'Orsonville seront les villes étapes de ce tracé dans le département. Mickaël Midoro pour les détails. Après Bois d'Arcy en 2017, c'est au tour de Chatou d'être ville départ du Paris-Nice. Le 4 mars prochain, le peloton s'élancera pour un départ fictif de l'île des Impressionnistes avant un départ réel à Fourqueux. Les cyclistes passeront ensuite par Villepreux et Villiers-Saint-Frédéric avant de s'engouffrer dans la vallée de Chevreuse. On va aller chercher la côte de Boulay-les-Trous, on va aller chercher la côte de Châteaufort, mais côté Estelle Jacques-Anquetil, donc ça parle aussi, ce sont des endroits qui parlent. Et un retour sur Saint-Quentin en Yvelines, Bois d'Arcy, et après on sort du département à la Selle-Saint-Cloud. Le tracé de cette première étape de 135 km a été imaginé pour apporter du suspense à la course. Comme Paris-Nice se joue à quelques secondes près, les secondes qui seront prises ou perdues dès le premier dimanche dans les Yvelines compteront sans aucun doute 8 jours après sur la promenade des Anglais. Le lendemain, le peloton prendra le départ de la deuxième étape depuis le village d'Orsonville, une commune de moins de 400 habitants située dans les environs de Saint-Arnaud en Yvelines. Moi je trouve ça bien parce que le vélo c'est pas que le Tour de France, des épreuves comme Paris-Nice ça permet aussi à des communes qui n'ont peut-être pas toujours les moyens d'accueillir le Tour de France d'avoir une épreuve cycliste de renom avec des coureurs de renom et puis faire plaisir à tout le monde, aux habitants, aux gamins des écoles pas loin ou quoi, c'est bien. Ouais. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme par les habitants de la commune qui pourront croiser les stars du cyclisme français comme Arnaud Démare ou Varenne Barguil. Oui, je suis contente. Je suis pas trop cycliste moi, mais mon conjoint le suit, donc on va sûrement aller voir les coureurs. Ça va peut-être dynamiser un peu le village, quoi. Hein, parce que c'est un petit peu calme, quoi. Et puis faire découvrir un peu aux gens le village d'Orsonville. Une fois le départ donné, les 22 équipes cyclistes rouleront pendant 4 km avant de quitter le département des Yvelines pour l'Eure-et-Loire. Ils reviendront en 2019 pour une nouvelle édition. Cyclisme toujours avec son record qui restera dans les mémoires, c'est sûr. À 106 ans, Robert Marchand arrête la compétition. Souvenez-vous, il y a un an, ce sportif pas comme les autres établissait un record du monde de l'heure des plus de 105 ans. Un peu plus de 22 km en 1 heure sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le centenaire, raccroche sur conseil de ses médecins. Dernière performance en date, un titre de champion du monde amateur de cyclisme sur piste. Beaucoup en ont sûrement déjà profité, beaucoup vont en profiter. Ce week-end, les soldes d'hiver ont débuté pour 6 semaines ce mercredi et malgré une baisse de la fréquentation des magasins, près de 4 Français sur 10 sont allés dénicher les bonnes affaires dès ce premier jour. Mickaël Midoro s'est rendu dans les centres commerciaux de Saint-Quentin en Yvelines. Reportage. Des prix cassés, un geste bien connu, une forte affluence au niveau des caisses. Les soldes d'hiver ont officiellement débuté ce mercredi 10 janvier. Dans cette boutique de plaisir, une dizaine de clients n'ont pas hésité à se lever très tôt pour trouver la perle rare. Parce que tout simplement ça part très vite et que tout ce qui est à moins 50, moins 60, qui est dans les bonnes tailles, ça part le premier jour ou le premier week-end. Sur un coup de chance, on peut trouver des choses, mais c'est plus compliqué. C'est mieux, on va dire. Parce que malheureusement, des fois, on attend la première démarque, on n'a plus les tailles. Donc c'est bien de venir le premier jour. Cette année, les boutiques ont décidé de baisser les prix dès le jour J pour concurrencer les plateformes Internet. Les clients peuvent acheter des produits au tarif de la deuxième démarque dès la première semaine. Allez, on en profite, mesdames. Moins 10% supplémentaires des 2 articles achetés jusqu'à 14h. Faut en profiter, c'est maintenant.
On peut passer d'un pull à 35,99 € à un chemisier à 25,99 €. Enfin, vraiment, les prix de nos jours ont plus augmenté qu'auparavant. Donc, du coup, les soldes sont vraiment plus intéressantes aujourd'hui. Affluence des grands jours également dans les centres commerciaux de Montigny-le-Bretonneux. Dans ce magasin spécialisé dans les collants, l'affluence est 40% plus élevée que sur un jour classique. Les gens attendaient un peu que ça, les soldes, malgré les ventes privées qu'il y avait avant. Là, ça les arrange bien aussi de voir que c'était à moins 50. Certains n'ont pas hésité à empiéter sur la pause déjeuner pour faire chauffer la carte bleue. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors du coup Des collants. Je suis venue principalement parce que j'en avais besoin, mais du coup, comme j'en ai vu à moins 50%, je les ai pris. Je les aurais pas pris s'ils auraient été pas en promo, donc voilà. Cette cliente repartira finalement avec 20 € de collants dans son panier. En moyenne, un Français devrait dépenser 200 €. Les soldes se termineront dans 6 semaines, le 20 février prochain. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'actualité en direct lundi à 18 h sur l'antenne de TV78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.